Alors, il me paraît essentiel de faire un petit rappel sur la décomposition des forces, donc sur la projection des forces. Pour cela, je vais donner des exemples. Alors, pour le premier cas, soit la force F est représentée dans le plan. Alors, on projette F, si on veut projeter F dans le repère R ou IG, on projette d'abord F sur l'axe OX. Donc on doit commencer par projeter l'origine et après on projette l'extrémité de la force F. On obtient une force F de X qu'on appelle la composante de F selon l'axe OX. De même, si on veut projeter F sur l'axe OY, donc on projette d'abord l'origine et après l'extrémité de la force F. Donc on obtient une force Fy. Hein, Fy est appelée la composante de F selon l'axe OY. Tel que si on veut écrire F dans le repère ROIG, on écrit F égale F de X selon I plus F de Y selon G, tel que F de XI égale à F de X, la force F de X. F de YG n'est que F de Y, la force F de Y ou la composante de F selon l'axe OY. Pour le deuxième cas, on projette toujours une force F sur l'axe d'abord OX. Alors on obtient F de X, la composante de F selon l'axe OX. Alors on voit bien que F de X est de sens contraire par rapport à I. On projette F sur l'axe OY, on obtient F de Y. Alors F de Y a le même sens que G. On écrit F égale F de X selon I plus F de Y selon G, tel que F de X toujours I égale à F de X plus F de Y selon G égale à la composante Fy. Pour le troisième cas, alors soit F est une force de direction parallèle à OY. Donc, si on projette F sur l'axe OX, la composante de F selon l'axe OX sera nulle. De même, si on projette F sur l'axe OY, on obtient la composante F de Y, telle que F de Y égale n'est que la force F. Alors on écrit en général, on écrit F égale à F de X selon I plus F de Y selon G, avec, dans ce cas, F de X égale à 0. Alors, reprenons le vocabulaire utilisé pour la projection. On dit toujours F de X et la composante de F selon l'axe OX. F de Y est la composante de F selon l'axe OY.
Alors, pour le premier cas, on écrit f égale à f de x plus f de y, ou f égale à f de x selon i plus f de y selon g, avec f de x est positif, car f de x et i ont le même sens. De même, fy est positif, car f de y et g ont le même sens. Prenons maintenant le deuxième cas. F, toujours f égale à f de x plus f de y, ou f égale à f de xi plus f de yg, avec f de x est négatif cette fois-ci, car f de x est de sens contraire avec i, tandis que f de y est positif, car f de y et g ont le même sens. Pour le troisième cas, f de x égale à 0, f de x égale à 0, et f de y est positif, car f de y et g ont le même sens. Alors, donc, si on veut conclure, donc f de x, f de y, hein, prend des valeurs algébriques. Qui dit valeur algébrique, donc, il se peut qu'il soit positif ou négatif ou nul. Dans le cas où le sens de I et de la force ont le même, dans le cas où la force F, la composante F et I ont le même sens, alors f de x est positif. Le cas contraire, f de x est négatif. Le cas où f est perpendiculaire à l'axe OX, alors la force, la composante est nulle. Alors, troisième cas, troisième étape, pardon, on projette la relation vectorielle P plus R plus F égale vecteur nil sur les axes des repères, c'est-à-dire sur les axes OI et OG, pour obtenir deux équations non vectorielles, c'est-à-dire des équations algébriques. Alors, la projection de l'équation vectorielle P plus R plus F égale à vecteur nil sur l'axe OX nous donne la projection de P sur l'axe OX nous donne P de X, la projection de R sur l'axe OX nous donne Rx, et la projection de F sur l'axe OX nous donne F de X. Alors on obtient la première équation. Première équation algébrique, bien sûr. La projection toujours de l'équation vectorielle sur l'axe OY ou OG, on l'écrit PY plus RY plus FY égale le vecteur nil. Donc on obtient deux équations algébriques. Quatrième étape, donc on doit chercher les expressions des coordonnées f de x et fy de chaque force. Alors, f de x n'est que f avec un signe positif, car la composante de f selon l'axe OX a le même sens que i. De même, Px égale mg sinus de alpha. Mg, c'est P multiplié par le sinus alpha. Alors, ici, on applique les relations trigonométriques. Alors,
les relations trigonométriques appliquées dans un triangle rectangle. Hein. Alors, pour l'angle alpha, le sinus d'alpha nous donne l'opposé, c'est P de x, divisé par l'hypoténuse, c'est P. Alors, P de x égale P fois le sinus de alpha. Avec P de x, la composante de P selon l'axe OX a un sens opposé par rapport à I. Donc, on doit l'attribuer, un signe moins à P de x. Pour R de x, alors pour R de x, c'est la projection de R sur l'axe OX. Alors R est perpendiculaire par rapport à l'axe OX. Donc R de x égale à 0. Pour f de x, donc pour f de y, f de y égale à 0, car f est perpendiculaire par rapport à l'axe OY. Pi y égale à moins mg cosinus de alpha. Alors le cosinus de alpha égale l'adjacent, c'est P de y, divisé par l'hypoténuse, c'est P. Avec P de y a un sens contraire par rapport à G, donc doit être négatif. Donc, pour R de y est parallèle par rapport à l'axe OY. Donc, il prend la même valeur que y, que R, avec un signe positif, car R et G ont le même sens. Cinquième étape, alors on doit résoudre les deux équations A et 2. La relation 1 devient moins mg sinus de alpha. Alors, on injecte dans la première équation les résultats obtenus dans la quatrième étape. Alors, moins mg, c'est P de x, plus R de x égale à 0, plus f de x égale à f. Donc, l'équation devient f égale mg sinus de alpha. Alors, on obtient avec m est connu, alpha connu, donc on peut calculer aisément f. La relation 2 devient moins mg, donc mg fois le cosinus d'alpha, c'est r de y, c'est p de y, pardon, plus r de y, donc r de y égale à r, plus f de y égale à 0. Donc, on injecte dans la deuxième équation et on obtient r égale à mg cosinus d'alpha. Alors, après application numérique, on obtient F égale à 2,5 newtons. Et R, on obtient 4,3. Donc, on a bien réussi à calculer l'intensité de F et de R par le biais de la méthode analytique. Alors, maintenant, si on veut procéder par la méthode graphique, alors on peut bien retrouver les mêmes résultats. Donc le solide S, d'abord le solide S est en équilibre sous l'action de trois forces, P, R et F. Les droites d'action de ces trois forces sont concurrentes et ils sont aussi coplanaires. La somme vectorielle des forces est nulle. Elle se traduit graphiquement par un polygone de force fermé. Le polygone de force est un triangle rectangle
avec R est perpendiculaire à F. Donc on trace P. P, c'est toujours à la direction verticale. Alors P avec la direction, avec la droite d'action de R, forme un angle alpha. Forme un angle alpha. De même, on trace la direction, la droite d'action de F qui passe par l'extrémité de P. Alors on peut bel et bien retrouver l'intensité de la force F. Donc, soit par mesure en utilisant une échelle convenable, soit par calcul direct en utilisant les relations trigonométriques, telles que le sinus d'alpha égale à F sur P. Donc, on a un triangle rectangle. Donc, F égale à P sinus de alpha et R égale à P cosinus d'alpha. Donc, après application numérique, on obtient les mêmes résultats. Maintenant, la deuxième partie de ce cours est qui traite la force de frottement. Alors, partant de l'expérience suivante, on place une planche en bois hein, faite de même matière, de masse M égale à 650 grammes. On exerce à l'aide d'un dynamomètre une force F sur la boîte. Alors on lit l'intensité indiquée par le dynamomètre au fur et à mesure qu'on augmente l'intensité de la force F jusqu'à ce que la boîte se mette en mouvement. Alors on représente les forces d'abord. P, c'est la force, c'est le poids. F, c'est la force appliquée par le dynamomètre. R est la réaction des plombs. Alors, les trois forces, donc le corps est en équilibre sous l'action des trois forces. Les trois forces doivent être sur le même plan, donc c'est coplanaire, doivent être concurrentes. Alors, c'est bien évident, et que la somme des forces P plus R plus F égale vecteur nul. Donc, c'est pourquoi R doit être incliné par rapport à la normale, c'est-à-dire qu'il existe un frottement entre la boîte et la surface sur laquelle il se repose. Alors observation, la boîte en bois tirée par le dynamomètre est en équilibre sous l'action de trois forces P, F et R. Par la méthode graphique, on peut déterminer les caractéristiques de la réaction R connaissant celles de F et de P. Les caractéristiques de R. Alors d'abord, la droite d'action. La droite d'action passant par le centre de la surface de contact des corps inclinés d'un angle phi avec la normale à la surface de contact. Le sens vers le haut, l'intensité R, donc par relation trigonométrique, la relation de Pythagore. Alors, on peut la déterminer aussi graphiquement à partir de polygones des forces. Remarque. Alors,
Si on augmente l'intensité de la force F exercée par le dynamomètre, la réaction R s'incline davantage, mais s'incline davantage, donc vers la gauche par rapport à la normale. Mais tant que phi est inférieur à phi 0, avec phi 0 et l'angle de frottement statique, le corps reste en équilibre. Alors si on applique davantage une force d'intensité de plus en plus grande par rapport donc à F, alors on augmente l'intensité de F, alors le corps il résiste en premier temps, mais après à un certain temps, à une certaine intensité de F, il va se déplacer, donc il va perdre son équilibre. Alors, V0 correspond à l'équilibre critique de la boîte, c'est-à-dire tant qu'il reste en équilibre, il y donc phi est appelé l'angle de frottement statique. Alors l'angle de frottement statique phi 0 est une grandeur physique qui caractérise le contact entre deux solides, tels que tangente de phi 0 égale RT, la composante tangentielle de R, divisé par la composante normale Rn. On l'appelle tangente de phi, est appelé le coefficient de frottement statique. Ainsi, notre cours se termine. Merci pour votre attention.